Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, il n'y aurait pas eu de victoire alliée sans l'alliance sacrée des volontaires, sans la contribution des autres peuples, sans les étrangers, sans les Noirs et autres tirailleurs. Lors de son discours au 80e anniversaire de la commémoration des tirailleurs africains, le président Paul Biya du Cameroun a été cash et véridique avec son homologue français Emmanuel Macron. Réputé pour ses discours légendaires et diplomates, Paul Biya a brisé cette tradition cette fois-ci en rappelant la grande place qu'occupe l'Afrique dans la grandeur de la France actuelle. Il a tenu des propos tels que « Sans l'Afrique, sans les tirailleurs africains, la France et ses alliés n'auraient jamais pu gagner la bataille de la Deuxième Guerre mondiale ». Écoutons ce discours choc du chef de l'État du Cameroun et revenons juste après pour une sérieuse analyse de ses propos et celle d'Emmanuel Macron pour mieux comprendre cette actualité qui interpelle tous les Africains. Monsieur le Président de la République française, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames et Messieurs, je voudrais de prime abord remercier le président Emmanuel Macron pour l'invitation qu'il a bien voulu m'adresser afin que je prenne part au 80e anniversaire du débarquement de Provence. Je voudrais le remercier également pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé, ma délégation et moi. Je salue ensuite votre présence ici. Vous tous qui avez effectué ce déplacement, pour vous retrouver en ce lieu inauguré en 1964 par le général de Gaulle, alors président de la République, en présence de nombreux combattants de France et d'Afrique, à l'occasion du 20e anniversaire de ce même débarquement de Provence. La nécropole nationale de Boulouris est un endroit chargé d'histoire, un lieu du souvenir, un lieu de douleur, un lieu de recueillement qui nous parle et nous interpelle sur l'avenir du monde. De nombreux soldats ont ici à Saint-Raphaël, comme sur les autres terres de Provence, comme en Normandie et comme ailleurs en Europe, donné leur vie pour combattre l'occupation, pour sauver la liberté, en formant une formidable chaîne de solidarité. Aujourd'hui encore, nous sommes là pour nous souvenir de leur vaillance, pour convoquer le souvenir d'une guerre du passé pour la liberté et rendre à ces héros un hommage appuyé. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, les milliers d'hommes qui, sous la direction du général de Lattre de Tassigny, ont combattu avec bravoure, étaient pour un grand nombre originaires de tout l'empire colonial français, qui venaient entre autres de l'Afrique subsaharienne. C'est dire que la contribution de l'Afrique a été en Afrique, alors considérée comme base potentielle d'une reconquête de l'Europe que le colonel Leclerc est missionné au Cameroun. Le ralliement du Cameroun, l'un des tout premiers, est aussitôt obtenu dès le 27 août 1940, ce qui a fait dire au général de Gaulle, et je cite, que le Cameroun vient de prendre une belle décision et de donner un exemple magnifique. Fin de citation. La rapidité de ces ralliements permet au général de Gaulle de démontrer à ses alliés la réalité d'une France combattante. Les troupes dont le colonel Leclerc prend ainsi le commandement comptent beaucoup d'hommes issus de l'Afrique équatoriale française et du Cameroun.
C'est de la ville de Douala que partent les expéditions, qui plus tard ont constitué la colonne Leclerc. Les faits d'armes de cette colonne sont nombreux. Ils passent par la Tunisie dès 1942, puis par la Sicile en Italie et par la Corse ensuite, sans omettre le Tchad. Partout où les combats les ont menés, ces valeureux soldats venus d'Afrique occidentale ou de l'Afrique équatoriale, de Madagascar ou de l'océan Indien se sont magnifiquement illustrés. Ils ont, en revanche, payé un très lourd tribut pour la victoire. Des combattants exemplaires, souvent héritiers des traditions guerrières immémorables, admirables de courage, d'audace et de loyauté. Ils ont été les artisans de la victoire. Leur sang est à jamais mêlé à d'autres sangs pour que l'étendard de la France et de ses alliés soit définitivement couronné de gloire. En ce jour du souvenir, nous leur devons un immense respect. Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, il n'y aurait pas eu de victoire alliée sans l'alliance sacrée des volontaires, sans la contribution des autres peuples, sans les étrangers, sans les Noirs et autres tirailleurs. Cette lutte a été menée ensemble pour défendre les valeurs et les idéaux universels de paix et de justice. Elle exprimait une vision de l'homme et du monde qui nous est commune. Au nom de celle-ci, nous avons ensemble combattu côte à côte. Cette vision était respectueuse de nos différences, respectueuse de l'infinie diversité des hommes, des cultures, des religions, des civilisations. Cette vision-là reconnaît à chacun de nous un droit égal à la dignité. La solidarité exemplaire qui a ainsi prévalu reste et demeure une leçon précieuse que nous devons perpétuer et transmettre aux générations futures afin d'éviter les erreurs commises par le passé. J'ai pour ma part la conviction que la solidarité internationale et une meilleure prise en compte des attentes et des intérêts d'autres pays, particulièrement ceux du Sud, ramènerait dans le monde d'aujourd'hui une plus grande paix. C'est aussi cela le sens de notre présence ici. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous nous retrouvons en Provence, vous le savez, pour convoquer le souvenir d'une guerre du passé et pour rendre hommage aux héros de notre histoire. Seulement, la guerre que l'on pensait à jamais éloignée frappe de nouveau aux portes de l'Europe. Elle est désormais plus proche de nous. Des hommes se battent à nouveau à quelques heures d'ici. C'est dire que les organisations internationales et le système mis en place au lendemain des deux guerres mondiales et davantage de la Deuxième Guerre mondiale restent et demeurent perfectibles. Oui, les fantômes de l'esprit de revanche, la violation flagrante de la souveraineté des États, l'intolérable mépris des peuples ressurgissent du passé pour s'imposer dans notre quotidien. Le droit international diversement interprété, l'instrumentalisation des droits de l'homme, l'oubli ou le défi des autres guerres, la volonté permanente de dominer, d'exploiter
de construire un monde à son unique avantage sont, entre autres, les ombres qui nous guettent aujourd'hui et dont notre présence ici devrait révéler la lueur. Cette commémoration doit aussi pouvoir mettre en exergue notre responsabilité collective dans la préservation de la paix et de la liberté dans le monde. Il nous faut trouver des réponses aux questions et causes qui sont le terreau du terrorisme, de l'injustice, de la crise de confiance qui s'observe vis-à-vis du multilatéralisme pour espérer faire vivre la concorde et rendre le monde plus sûr. Presque partout, la grande question reste et demeure de savoir si nous devons capituler devant le pessimisme de l'inévitabilité de la guerre ou si nous pouvons encore bâtir un avenir plein d'espoir où les guerres appartiendront définitivement à l'histoire. Malheureusement, la géopolitique et la géostratégie mondiale restent dominées par la course aux armements. La construction des blocs fait son retour. La guerre froide dont la chute du mur de Berlin a sonné le glas est à nouveau d'actualité. De nouveaux acteurs, à l'instar des sociétés paramilitaires privées, agissent ça et là. Et la guerre se fait désormais par procuration. Si rien n'est fait, le monde se dirige de nouveau vers une ou plusieurs guerres aux conséquences incalculables. Face à cela, le Cameroun, pour ce qui le concerne, a de tout temps fait recours au dialogue, aux solutions concertées. Il a fait de la résolution pacifique des différends la clé de sa démarche pour faire échec à la guerre et résoudre des conflits. En définitive, je veux ici saluer l'organisation de cette commémoration qui constitue une excellente occasion d'encouragement de la solidarité entre les nations pour construire la paix et faire face ensemble aux grands problèmes de notre temps. Avant l'analyse des propos de Paul Biya et d'Emmanuel Macron, il est important de préciser le contexte, énumérer les pays qui ont été présents à cette commémoration et surtout la grande polémique autour des absents. Écoutons ceci. 2 mois après la commémoration du débarquement de Normandie, Emmanuel Macron et les chefs d'État du Cameroun, du Gabon, des Comores, de Centrafrique, du Togo et du Maroc se sont réunis dans le sud de la France pour le 80e anniversaire de l'opération Dragon, épisode méconnu mais essentiel de la libération de la France du nazisme lors de la Deuxième Guerre mondiale. Si les difficultés diplomatiques de la France en Afrique ont réduit la liste des présents, un hommage appuyé a été rendu aux soldats des ex-colonies françaises ayant combattu aux côtés de la France de métropole. Le Burkina Faso devait être représenté par un chargé d'affaires, mais le Mali et le Niger ou l'Algérie n'ont envoyé personne. On peut remarquer qu'il y a à peine 6 pays qui étaient représentés sur tous les pays de l'Afrique francophone qui avaient envoyé leurs tirailleurs lors de la Deuxième Guerre mondiale. On a précisé que le Niger, le Mali et l'Algérie n'ont envoyé personne. Ceci est forcément dû à leurs relations diplomatiques difficiles actuellement avec la France, notamment le discours que la France tient aujourd'hui, le discours paternaliste que la France tient vis-à-vis de ces pays qui réclament de plus en plus de souveraineté et d'indépendance. Bon, débutons avec l'analyse des propos d'Emmanuel Macron. Officier de l'Empire ou enfant du Sahara, natif de la Casamance ou de Madagascar, ils n'étaient pas de la même génération, ils n'étaient pas de la même confession, ils étaient pourtant l'armée de la nation, l'armée la plus fervente et la plus bigarrée. Ces hommes s'appelaient François, Boudjema, Henri, Pierre, Nyakara. Un grand nombre d'entre eux, Safis Goumier, tirailleurs africains, antillais, Mazouan du Pacifique, n'avaient jamais foulé le sol de la métropole avant d'être envoyés pour participer à la libération de la France. Ce discours aussi embelli et aussi beau qu'il soit sont d'une hypocrisie sans pareil. Pour ceux qui savent ou ceux qui ne savent pas, je vais le dire ici, ces tirailleurs africains et antillais, en tout cas noirs, qui sont partis pour la libération de la France,
ont été remerciés après avoir libéré la France de la pire des manières. Je dis bien de la pire des manières. Aujourd'hui, le président français tient un discours, il n'avait pas de religion, il n'avait pas d'origine, ils sont venus se battre pour la France. Lorsque ces soldats, après la libération de la France, ont réclamé leur prime, ont réclamé ce qui leur avait été promis lors du départ pour la bataille avec la France, ils ont été tout simplement arrosés, mitraillés et comme du bétail. Donc après avoir libéré la France, lorsqu'ils ont réclamé leur dû, qui n'était presque rien comparé à la prime que devaient recevoir les Français de couleur blanche, ils ont été mitraillés, ils ont été arrosés par les soldats français et enterrés dans des fosses communes. Bon, je trouve que le discours d'Emmanuel Macron ici est assez hypocrite parce qu'il ne rappelle pas ça. Bon, il ne serait pas assez stupide pour rappeler ça, mais les Africains qui tiennent les discours du genre, on doit laisser ça derrière nous aujourd'hui et tout. C'est vraiment, c'est un manque de panafricanisme et de patriotisme enduit. Si on parle de nos ancêtres qui ont été pris pour la plupart de force pour la libération de la France, et après la libération de la France, ce qu'on leur donne comme salaire, pourtant on les avait promis des salaires, c'est les assassiner et les enterrer dans des fosses communes. Et lorsque le président Macron, dans ses interviews, est interrogé à ce sujet, il dit qu'il faut laisser ça derrière nous, notamment la colonisation. Lui-même, il n'est pas de la génération de la colonisation. Pourtant, lui-même, pour justifier les lois de plus en plus dures contre la religion musulmane dans son pays, il prend exemple sur les attentats du Bataclan, les attentats revendiqués par des terroristes qu'ils associent tout le temps à la religion musulmane. Donc, lui, il prend les décisions, les nouvelles lois dans son pays en fonction de son passé, de ce qui s'est passé, et il tient des discours aux Africains, il tient des discours du genre, il faut oublier le passé, il faut partir sur de nouvelles bases. Figure-toi, Emmanuel Macron, il faut qu'il se figure que nous aussi, on doit faire les choses en fonction de ça. Bon, je continue son discours. La part d'Afrique en France est aussi ce legs qui nous oblige. Les noms de ces soldats doivent continuer d'être donnés à nos rues, nos places, pour inscrire leurs traces impérissables dans notre histoire. Lorsqu'il s'agit de défendre la nation et l'intérêt vital de la nation, tous ceux qui se reconnaissent comme français ont vocation à être présents. Je vais relire ça, c'est très important. Lorsqu'il s'agit de défendre l'intérêt vital de la nation, tous ceux qui se reconnaissent comme français ont vocation d'être présents, a insisté le président Macron. Cette autre phrase est d'une hypocrisie sans pareil. Parce que lorsqu'on parle de bavure policière en France, la loi ne se comporte pas de la même façon selon tous les individus de la France en fonction de leur race. Je fais référence ici au cas Naël qui récemment a été victime de violences policières et a perdu la vie. Je fais référence au cas hyper médiatisé Adama Traoré. Pour ceux qui ne savent pas, taper la recherche bavure policière en France, le cas Adama Traoré ou le cas du jeune Naël. Il s'agit des bavures policières claires dont les policiers de race blanche parviennent dans des contrôles plus ou moins rigoureux à prendre des vies à des personnes de peau plus foncée ou des maghrébins. Et la justice, au lieu d'agir avec impartialité, elle a tendance à toujours favoriser les policiers qui ont commis ces exactions-là, c'est qui laissent les peuples de France d'une autre couleur un peu réticents par rapport à un certain nombre de choses. Donc lorsque le président Emmanuel Macron dit que lorsqu'il s'agit de l'intérêt de la France, il faut tous être là, il faut qu'il sache qu'il faut que la justice de son pays se batte déjà à être là pour les Français, avoir une justice équitable pour tous les Français, peu importe leur couleur de peau. Parce que lorsqu'il s'agira de défendre la France en cas de guerre, ce sont ces soldats-là qui vont aller défendre la France sans exigence de couleur de peau. Bon, là je vais venir sur les discours du président Paul Biya, du légendaire président Paul Biya. Le président Paul Biya a dit ceci: il n'y aurait pas eu de victoire alliée sans contribution des autres peuples, sans les étrangers ou les tirailleurs. A insisté le président camerounais Paul Biya en ajoutant que cette lutte a été menée ensemble pour défendre les valeurs des idéaux universels et de paix. Je veux préciser que Paul Biya dans son discours ici, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être hyper diplomate. J'ai précisé ça au début, c'est quelqu'un qui dans ses discours ne prend jamais position, et ça ne se justifie pas le fait que le Cameroun, lorsqu'il a été appelé à l'ONU de voter contre la Russie dans la guerre russo-ukrainienne, le Cameroun a été neutre, le président Paul Biya. Et lorsqu'il y a eu le coup d'État
au Gabon, juste à côté du Cameroun, les États de la CEEAC, la communauté des États de l'Afrique centrale, étaient censés intervenir ou faire un communiqué pour condamner cela. On a vu le Tchad le faire, pourtant le Tchad lui-même, c'est un pseudo coup d'État qui a mis le nouveau président au pouvoir. On a vu le Cameroun ne faire aucun communiqué. Le Cameroun n'a pas pris parti. Donc c'est quand même étonnant de voir un président, Paul Biya, qui vient dire, et c'est le seul qui a tenu ce discours-là parmi tous les 6 présidents qui étaient là, il n'y aurait pas eu de victoire des alliés sans les peuples. Et au vu de son discours qu'on a précédemment écouté, il a été vraiment, malgré son discours toujours aussi diplomate, il a été vraiment direct. Il a parlé de la formation des camps dans le monde. Il a parlé de façon subtile de ceux qui financent les guerres, de ceux qui encouragent les guerres, parlant ainsi des Occidentaux. Pour ceux qui ont un peu compris ce discours, qui ont compris d'une oreille un peu géopolitique plus avancée, ont forcément compris ça. Bon, pour revenir au cas des tirailleurs africains, parce que c'est le sujet qui m'intéresse le plus ce jour, il y a Sophia Enjoy Life, qui est une combattante, qui est une chercheuse en histoire, membre de l'ONG Urgence panafricaine de Kémy Séba, qui a récemment fait des vidéos sur son compte TikTok et sur son application Grandeur Noire TV sur comment les tirailleurs africains étaient traités pendant cette deuxième guerre mondiale lors de la libération de la France. Je vais vous mettre un extrait de cette vidéo, je vais mettre le lien de la vidéo en commentaire. Sophia Enjoy Life démontre comment les tirailleurs africains étaient traités différemment des soldats blancs lors de cette libération. Par exemple, ils étaient envoyés en première ligne. En première ligne, ça veut dire que on vous met devant l'ennemi et les soldats français sont cachés derrière vous. Donc vous servez des chairs à canon. En quelque sorte, vous êtes des contre-balles, vous êtes des armures pour les soldats français. Et on les mettait en première ligne avec des armes de mauvaise qualité. On parlait des armes qui s'enrayaient une fois sur deux. Donc tu tires une fois, l'arme tombe en panne, il te faut réparer. Pendant que tu es face à l'ennemi, il te faut réparer avant de le réutiliser. C'est comme ça que les soldats africains les tirailleurs africains, les soldats africains étaient traités pendant cette deuxième guerre. Ça sont des choses qu'il faut savoir. Sophia Enjoy Life a pris plusieurs autres détails. Elle a aussi précisé comment, comme j'ai précisé au début, comment ils ont été mitraillés par la France, par les soldats français lorsqu'ils ont réclamé leur prime de guerre après avoir libéré la France. Je vais vous mettre un extrait de la vidéo et le lien de la vidéo et le lien de son compte TikTok et des vidéos où elle précise ça en commentaire. C'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Lorsque ces Africains étaient envoyés sur les champs de bataille, ils n'avaient pas droit aux mêmes équipements que les soldats blancs. Beaucoup d'entre eux n'ont pas eu de casque. Donc lorsqu'il y avait des bombes, des obus, des canons qui éclataient non loin d'eux, eh bien ils pouvaient se recevoir des éclats de roches ou des éclats de toutes sortes directement dans la tête. Beaucoup d'entre eux sont morts avec des choses plantées dans leur crâne, là où leurs collègues blancs à côté d'eux avaient un casque pour les protéger.